bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire intitulé Médiathèque tiers-lieu, quel rôle pour une médiathèque concernant l'attractivité du territoire, son aménagement et l'accompagnement des transitions. Avant de démarrer, quelques règles et points d'organisation. Comme vous le savez depuis maintenant quelques temps, la problématique de ce type de webinaire, c'est de l'organisation de webinaire, c'est vraiment la question du son et la qualité du son et de l'écoute. Donc, je vous propose de couper votre micro si vous n'en avez pas besoin et vous pouvez le réouvrir quand vous pourrez poser des questions sur les séances de discussion. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'intervention de notre intervenant du coup dans le chat. N'hésitez pas aussi à couper votre vidéo, on n'est pas obligé d'avoir son image, sachant qu'on va enregistrer ce webinaire à des fins de diffusion. Donc, n'hésitez pas à couper cette vidéo si vous ne voulez pas être vu. Voilà. Toutes les ressources qui seront présentées pendant le webinaire vous seront partagées à l'issue de la rencontre. Ensuite, donc, petit rappel technique pour couper ouvrir son micro dans Zoom. Mais ça, je pense que vous en avez l'habitude. Idem pour la caméra. Je vous le disais dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. On les reprendra puisqu'on a des séquences d'échanges avec Ali Boukassem que je présenterai ensuite. Et pour demander la parole, n'hésitez pas à lever la main ou réagir avec l'onglet réaction. Bien, après ces petits conseils techniques, je me présente, je suis Cédric Hardy, je suis le délégué général de la Fédération Art Vivant et Département et cofondateur du coup du LUCA, pour Laboratoire d'usage culture art société. Alors ce LUCA, il est à l'initiative de la Fédé, mais il est cofondé aussi et surtout avec deux autres organisations, le Bureau des Possibles, qui est ici, représenté par Yves-Armel Martin, Loire-Forez-Aglo, qui est situé dans la Loire, Julie Bourgeot, designeuse juste après moi, à Lyon, co-animera ce webinaire, et Vite Innovation, à mes côtés, agence d'études qui elle est basée à Marseille et dirigée par Raphaël Besson, universitaire et docteur en sciences du territoire attaché au laboratoire Pacte à Grenoble. Le LUCA, du coup, très rapidement, il a été fondé à l'aune d'un rapport que nous avons livré en avril 2021. On a choisi de la coopération culturelle à la culture de la coopération. C'est un rapport en fait qui nous avait demandé de réaliser le ministère de la Culture à l'époque en 2018. Suite à la loi NOTE sur la question justement de la relation entre les départements et les intercommunalités sur les politiques culturelles, mission que nous avons souhaité honorer bien entendu dans le cadre d'une recherche-action, mais aussi en expérimentant un Living Lab, donc un laboratoire d'innovation, ce fameux LUCA. Initiative qui a été soutenue bien sûr par ailleurs par l'ADF, la DCF et la NCT. 11 territoires ont été impliqués, nous avons livré le rapport en 2021 et nous avons souhaité ne pas en rester là et continuer finalement d'expérimenter les préconisations que nous avions pu lever dans ce rapport au contact des terrains pour accompagner des collectivités volontaires à co-concevoir leur politique culturelle en coopération avec les acteurs de leur territoire au sens large et ainsi qu'avec les habitants. Par ailleurs, je tiens à rappeler qu'on a une mission d'intérêt général puisque le LUCA et la Fédération sont soutenus par le ministère de la Culture et l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour documenter, produire et diffuser ce que nous appelons des communs, autrement dit des ressources au contact des terrains que nous accompagnons. Donc les ressources sont produites par des universitaires avec lesquels nous sommes en partenariat. Et notre mission d'intérêt général, c'est de relier les acteurs qui sont engagés dans ces démarches. Typiquement, aujourd'hui, nous travaillons avec la communauté de communes du Bugey Sud, située dans l'Ain, donc autour de la préfiguration de l'élaboration d'un projet culturel de territoire. Et du coup, typiquement aussi, cette démarche a été lancée en mars dernier. Elle a vocation à s'achever en décembre prochain avec l'écriture et la validation d'un projet culturel de territoire. Du coup, nous sommes aujourd'hui dans une phase de co-construction. Nous venons de terminer le co-diagnostic avec plusieurs ateliers qui se sont ponctués pour se mettre à l'écoute à la fois des partenaires, avec une enquête de terrain, avec des ateliers de co-définition des enjeux de ce territoire. Donc, co-définition parce que ce sont des ateliers ouverts aux acteurs, ouverts aux usagers. Et nous rentrons désormais dans la phase de co-construction avec du coup ce premier webinaire que nous organisons aujourd'hui pour inspirer le Bugey Sud, mais aussi relier les acteurs du territoire. Je vais laisser la parole à Estelle Charru, responsable du service tourisme, culture et patrimoine à la communauté de communes du Bugey Sud, pour du coup nous rappeler les objectifs de cette démarche. Estelle, je vous laisse la parole.
Oui. Bonjour, bonjour à tous. Alors rapidement, la communauté de communes Bugey Sud, c'est un territoire qui est situé dans le sud-est du département de l'Ain. On a 43 communes avec près de 34 000 habitants. Donc on a un territoire à dominante rurale avec une seule commune qui est classée dans la catégorie des communes à dominante urbaine. C'est la ville donc de Belay avec près de 9 000, un peu plus de 9 000 habitants. Et puis différents bassins de services. Donc, cette étude et cette démarche que l'on conduit, on l'a conduit en partenariat avec la ville de Belay. Je laisserai la parole à Madame Cluzel, adjointe à la culture, qui vous donnera également quelques éléments de contexte par rapport à la ville de Belay. Donc, juste pour rappeler le cadre de l'étude, en fait, la communauté de communes Bugey Sud est une communauté de communes qui n'a pas de compétences culture à proprement parler. En fait, on ne gère pas d'équipement culturel. Mais néanmoins, en fait, on a eu un historique de conventions d'éducation artistique et culturelle entre 2015 et 2020. Nous avons conduit différents projets d'accueil en résidence de compagnie pour lesquels on était accompagné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Ain et l'éducation nationale. Donc, on a déployé dans ce cadre-là des projets à l'échelle de l'ensemble du territoire de la communauté de communes qui ont impliqué notamment le monde éducatif, des acteurs associatifs et des médiathèques du territoire. Donc, c'est des projets qui ont su fédérer, mais on a remarqué une certaine faiblesse dans l'appropriation de la démarche, avec pour certains acteurs un sentiment de projet descendant et également un manque de visibilité des actions avec une communauté de communes qui n'a pas vraiment une stratégie culturelle et affirmée. Voilà, donc en 2020, avec les nouvelles mandatures, les élus, donc à la fois de la communauté de communes et de la ville, ont souhaité s'inscrire dans une nouvelle dynamique en s'appuyant sur une démarche de co-construction pour se traduire cette stratégie culturelle, donc à l'échelle du territoire, avec l'objectif d'avoir une feuille de route partagée pour les années à venir. L'idée, vraiment, c'est de travailler sur une politique culturelle, alors intercommunale, en tout cas à l'échelle du territoire Bugey Sud, puisqu'on n'est pas inscrit aujourd'hui dans une démarche de prise de compétences à court terme, mais vraiment, c'est une démarche co-construite, partagée par les acteurs du territoire, avec l'idée d'inventer de nouvelles formes de coopération. C'est un enjeu fort de notre démarche. Et puis, de travailler aussi tout ce qui va être l'intersectoriel, notamment de la politique culturelle. Il y a un enjeu fort aussi sur la sensibilisation des acteurs élus, agents, associations aux enjeux culturels. Voilà, donc rapidement, juste pour dire aussi que la communauté de communes Bugey Sud est en train de finaliser son projet de territoire. En fait, la culture n'est pas un axe du projet de territoire en tant que tel. Et tout l'enjeu de notre démarche est justement de voir comment, en fait, on reconnecte les enjeux du projet de territoire à la démarche de projet culturel que l'on conduit actuellement. Et on est justement actuellement dans la phase de validation des enjeux et définition des actions liées à notre projet culturel de territoire. Notamment sur la question de l'attractivité, puisque c'est un des enjeux forts du projet de territoire. Je pense que beaucoup de territoires se posent des questions en termes d'attractivité, notamment quel impact la culture en termes de retombées économiques directes, indirectes, mais également toutes les questions liées à l'attractivité résidentielle, la réputation d'un territoire. Voilà. Pourquoi ce webinaire, Cédric? Je vous laisse la parole ou je poursuis? Ouais, je peux poursuivre si ça vous embête pas du coup, Allez-y. Estelle. On est sur un temps de rencontre nationale. Alors, effectivement, peut-être vous laisser la parole pour vous dire pourquoi en fait nous sommes partis sur ce sujet des médiathèques et des tiers-lieux. Peut-être vous expliquer ça, Estelle. Oui, et après, je laisserai la parole à Madame Cluzel pour la ville de Belay. Ou Madame Cluzel, est-ce que vous souhaitez prendre la parole maintenant? Ah, il faut juste activer le micro, sinon. Allez-y. C'est bon là? Vous m'entendez? On vous entend, allez-y. Très bien. Donc, je me représente, Annie Cluzel, adjointe à la culture ville de Belay. Alors, le projet culturel de territoire, bien sûr, nous sommes partenaires ville de Belay depuis plusieurs mois, bien entendu. C'est un projet qui s'inscrit aussi dans un projet plus global, un projet territorial, un projet de territoire. La ville de Belay
est évidemment très, très riche en structures culturelles et bon, a besoin aussi de s'étendre un peu sur le territoire. Mais aujourd'hui, je voulais surtout parler du webinaire en question et de la médiathèque et voilà, de ce que vous allez pouvoir nous montrer comme modèle de médiathèque, puisque c'est un projet qui s'inscrit dans notre politique électorale. Donc, nous sommes très attachés à nous allons suivre de près ce que vous allez nous proposer, parce que la médiathèque, elle existe à Belay. C'est un lieu qui est très fréquenté, qui demande qu'à se développer. Nous avons une responsable qui est très, très impliquée là-dedans et tout le service culturel aussi. Donc, nous allons être très, très attentifs à tout ce qu'on va voir, et ça alimentera certainement notre réflexion voilà, pour la suite, et nous verrons ce que nous pourrons en tirer. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vais reprendre la main sur le pourquoi de ce webinaire et je laisse éventuellement Estelle si elle veut compléter. En fait, on est parti d'une thématique identifiée par la communauté de communes Bugey Sud, notamment sur la question du rôle structurant de la lecture publique qu'on a pu observer, nous, en tant que LUCA, sur le territoire, avec des médiathèques dynamiques, certes, et malgré des réalités très différentes, hein, 4 équipements professionnels d'un côté, des équipements plus bénévoles avec des amplitudes d'ouverture un peu plus réduites, mais néanmoins des échelles de coopération qu'on a pu mesurer, et surtout du mouvement à venir impulsé par le département, par la bibliothèque départementale de l'Ain et ce futur schéma directeur du développement de la lecture publique 2023-2028. Et bien entendu, et Madame Cluzel vient de le rappeler à l'instant, la volonté de voir émerger potentiellement des lieux de rencontre, d'échanges de type tiers-lieux sur ce territoire. Les élus, les acteurs du budget ont formulé 2 enjeux au regard du diagnostic que je viens de rappeler très rapidement. Le premier, comment pourrions-nous optimiser l'utilisation des équipements en travaillant le maillage, l'implantation de projets hybrides qui permettent l'expérimentation et la coopération et rayonnent au sein de leur bassin de service et au-delà. Le second, comment pourrions-nous faciliter l'accès à des pratiques artistiques et culturelles de qualité en dehors et pendant le temps scolaire en prenant appui sur la coopération entre toutes les structures du territoire. Un petit mot très rapide pour finir aussi, la fédération, comme j'indique, donc fédération nationale qui rassemble des acteurs publics sur toute la France, bien entendu, donc ça je vais revenir, mais ce temps national de rencontre s'adresse bien entendu aux élus et aux acteurs du territoire du Bugey Sud. Il est ouvert aux autres membres de la communauté LUCA, notre territoire que nous accompagnons par ailleurs, ainsi qu'aux adhérents de la fédération et à leurs partenaires. Je tiens à saluer du coup le relais d'information fait par l'Association nationale des bibliothèques départementales à l'échelle nationale, puisque nous avons une grande présence du coup des BDP françaises aujourd'hui sur ce webinaire. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est bien sûr partager une pratique, un parcours, s'inspirer de cette proposition et favoriser l'interconnaissance entre les acteurs du territoire du Bugey, mais aussi à l'échelle nationale. Donc n'hésitez pas à partager vos contacts dans le chat. Je vais du coup rentrer sur le lancement des contenus. Donc le titre de ce webinaire, médiathèque tiers-lieu, quel rôle pour une médiathèque concernant l'attractivité du territoire, son aménagement et l'accompagnement des transitions. Nous avons le plaisir et la joie d'accueillir Ali Boukassem, directeur général des services et DGA de la ville de Grenay, qui va nous parler de ce beau projet de médiathèque. Alors, la petite histoire, c'est qu'on a pu repérer avec le LUCA ce projet de médiathèque dans le cadre d'une discussion que nous avons eu avec les élus du bassin minier et notamment sur un accompagnement du schéma départemental des enseignements artistiques du département du Pas-de-Calais. Donc voilà, comment on relie les territoires entre eux. En termes de découpage, donc on va finir ce temps d'accueil. On va avoir un temps de présentation du projet de la médiathèque estaminé, puisque c'est son nom, à Grenay pendant une vingtaine de minutes par M. Boukassem, puis un temps d'échange. Alors n'hésitez pas à lister, à poser vos questions dans le chat, on les reprendra au fur et à mesure dans le temps d'échange. Et on reviendra sur la présentation de 2 projets spécifiques qui résonnent à la fois avec les préoccupations de la communauté de communes du Bugey Sud et qui visiblement résonnent aussi avec les problématiques nationales. Puis on aura un second temps d'échange et on fera en sorte de terminer ce webinaire à 11h30, 35 grand maximum. Voilà. Ali, est-ce que vous m'entendez? Ali, est-ce que vous êtes avec nous? Votre micro, Ali. Voilà, je laisse la parole à Ali Boukassem, DGS et DGA de la ville de Grenay. Vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous.
On vous entend. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. On est très, très heureux pour la ville de Grenay, à la ville de Grenay, de pouvoir partager plutôt cette expérience. J'ai entendu Madame la maire adjointe. Bonjour, mesdames et messieurs les élus. Bonjour, chers collègues. Plutôt qu'un modèle, moi, j'ai plutôt envie de vous raconter une histoire. Parce que au-delà d'une expérience, c'est surtout un petit récit que j'ai envie de partager. Et loin d'être un modèle, on a plutôt nous, à Grenay, ville de 7000 habitants, dans un quartier, dans un secteur socialement quand même assez sinistré, la ville représente quand même à 30% de gens qui payent des impôts. Voilà, j'ai quelques indicateurs à vous donner, mais voilà, je voulais commencer par d'abord vous dire que loin d'être un modèle, la médiathèque estaminée est surtout une expérience, et c'est une expérience qui a pu tirer ses fruits dans le cadre d'une réflexion qui a été d'abord une promesse électorale, menée aux dernières élections municipales et qui a fait l'objet d'un vrai travail de benchmarking et de visite, notamment aux Pays-Bas, mais aussi à Londres, et y compris en France, pour pouvoir peut-être apporter une réponse sur ce qui pouvait correspondre le plus aux enjeux de demain et à la réalité, notamment des moyens et aux contraintes que la ville de Grenay devait suivre. Donc j'ai un support, donc j'ai noté que j'ai 20 minutes, je vais quand même marquer le chronomètre là pour commencer. Je vais partager un support que j'espère tout le monde pourra voir. Est-ce que vous le voyez là, ça va? Vous m'entendez? Ça va? Parfait. Ça marche bien, oui, vous pouvez. Donc, voilà ce beau bâtiment et cette médiathèque estaminée avec ce petit slogan qui est devenu celui de la ville. À l'époque, c'est ville de Grenay, ville dynamique. Alors, il y a deux Grenay, un dans l'Isère et un autre dans le Pas-de-Calais. On n'a pas les montagnes, on n'a pas les mêmes montagnes. On a les fameux terris, les fruits du travail minier. Et Grenay se situe donc du coup pour toutes les. Alors, est-ce que là ça passe? Je ne sais pas. Voilà. Donc, on est bien dans les Hauts-de-France. Voilà, situé au cœur quasiment du bassin minier, classé récemment patrimoine mondial de l'UNESCO, pour laquelle la ville est structurée autour de 3 cités minières, dont 2 sont classées au plan de gestion du patrimoine mondial de l'UNESCO comme étant exceptionnelles, et une de qualité remarquable, ce qui fige un petit peu le bâti. Voilà, c'est une ville qui est assez étendue, où il n'y a pas malgré tout de centre-ville, avec une structuration en termes d'établissement public numérique qui a été développée depuis très 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 longtemps dans le cadre d'une politique engagée volontariste du Conseil régional des Hauts-de-France de l'époque, du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais d'époque, avec donc des établissements publics numériques qui devait préparer l'arrivée du Louvre-Lens. Donc, les questions que j'ai entendues tout à l'heure sur l'attractivité du territoire, elles constituent véritablement un enjeu pour la ville. On a 3 écoles primaires, 3 écoles maternelles, un collège et une œuvre qui s'appelle Bleu Grenay, là, ici, qui nous a permis de peut-être d'essuyer les plâtres d'une forme de concertation, en tous les cas de bons élèves, qui nous a permis d'avoir la légitimité auprès du ministère de la Culture, puisque vous avez évoqué, Cédric, tout à l'heure, les différentes institutions, et évidemment, le ministère de la Culture, comme le conseil départemental, et pour nous, le conseil régional, sont des partenaires incontournables. On a aussi développé à l'échelle de la ville une aire de camping-car au moment où le Louvre-Lens s'est installé dans un parc municipal. Et puis, cette médiathèque estaminée est quasiment l'avant-dernière proposition d'équipement structurant de la ville qui a été inaugurée en 2015. On voit ici l'extension Lacor. L'extension Lacor est aussi un agrandissement de cette école Buisson dans le quartier prioritaire politique de la ville de Grenay, qui a été réalisé en enduit terre et en paille, avec toute une démarche sur le photovoltaïque qui est un petit quand même pas pied de nez, mais à l'histoire du bassin minier et de la réalité des besoins énergétiques, surtout par les temps qui courent où on parle de crise énergétique. La ville, après un développement et une urbanisation qui a contribué depuis les années 70 à réouvrir les cités pour qu'elles puissent se parler, parce que vous connaissez l'histoire du bassin minier, hein, les cités étaient orientées vers les chevalets et les carreaux de fosse. Là, l'idée a été de reconstituer une sorte de tissu et de relier les quartiers entre eux pour faire société. Et l'extension de Suzanne du bâtiment de l'école Buisson-Lacor liée
aux besoins d'inscription de plus en plus d'élèves, a permis de réinterroger la pratique après un gros projet de développement culturel mené depuis 20 ans. Vous parliez d'exigence artistique et de travail de qualité. La réalité du projet culturel de la ville, qui est un vrai projet de transition et de transformation sociale, a été menée depuis 20 ans avec l'espace culturel. Voilà pour le cadre qui a été présenté. C'est une ville qui, du coup, a développé beaucoup les activités sociales, les activités culturelles, et puis l'énergie de demain comme basée autour d'une orientation politique qui n'a rien d'innovant, mais en tout cas pour développer une vraie qualité de vie auprès des habitants. Donc, je vous indiquais quelques indicateurs sociaux. On a 2 quartiers prioritaires politiques de la ville. C'est une ville de 7000 habitants. On a quand même 72% de logements sociaux. Je parlais de cité minière. Vous me dites si je parle trop vite, hein, mais comme j'ai 20 minutes. On est situé en REP+, on est l'un des rares REP+, du département du Pas-de-Calais. 30% de ménages fiscaux, un taux de chômage relativement conséquent et qui approche les 20%. Donc, on est quand même dans un secteur où les moyens et la mixité sociale très très peu développée. On le fait avec les quelques dents creuses et quelques territoires, puisque la ville est pleine comme un œuf, mais les quelques territoires qui nous restaient ont pu faire l'objet de construction de lotissements pour envisager une mixité sociale. Alors, je vous ai dit que j'allais commencer par une histoire, parce que l'histoire de la médiathèque, c'est d'abord une promesse électorale, et elle est née de cette belle place. Cette belle place qui s'appelait Jean Jaurès, qui est au cœur de la ville et qui a fait l'objet d'une grande transformation liée à la présence artistique accompagnée de manière très étroite par la DRAC. Et cette belle place qui s'appelait Jean Jaurès jusqu'aux années 2009 est devenue une œuvre contemporaine qui s'appelle Bleu Grenet. Elle a été faite par 12 000 mètres carrés, sur 12 000 mètres carrés de pierre bleue du Hainaut. C'est un élément minéral naturel qui ceinture toutes les seuils des maisons des mines, et l'artiste de renommée internationale Carmen Perrin, qui a été retenu en cadre d'un appel à projet, a pu réaliser cette belle place qui nous a valu, on parle d'attractivité, qui nous a valu aussi un rayonnement au niveau national, puisqu'on a eu le plaisir d'accueillir tous les directeurs régionaux des affaires, les conseillers arts plastiques des directions régionales des affaires culturelles de France, qui ont pu découvrir ce beau projet et qui a un travail de développement de territoire porté par la ville. Vous parliez d'accessibilité et d'appropriation des habitants. On a pu, fort de ce partenariat, développer un vrai grand projet avec les habitants et les associations pour faire que cette place soit la place de toutes et tous. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on a travaillé avec des résidents d'artistes depuis longtemps, donc on a aussi cette expertise-là. Et l'idée, c'est vraiment faire société, de s'appuyer sur un projet culturel, des habitants, des orientations politiques, comment tout ce triangle vertueux peut fonctionner pour donner sens à une réalité, puisque dans un secteur aussi sinistré que je vous l'ai évoqué, comment on peut avoir des ambitions importantes et porter un projet qui, à l'origine, était un projet basique d'appel d'offres pour 12 000 mètres carrés remise en bitume, parce qu'on devait répondre à des normes européennes de mise en terre de réseau et puis d'accessibilité à l'eau et à l'électricité, qui était un projet basique. Comment finalement les élus ont freiné des cas de fer pour dire non, on veut un projet qui parle, qui touche aux habitants, et qui a accepté pendant 9 ans quand même de défendre l'Arlésienne à chaque vœu du maire pour dire la place arrive, la place arrive, la place arrive, sécuriser tout un espace, puisque à la périphérie de cette place, autour de cette place, il y avait quand même une salle des fêtes et puis une école maternelle, donc sécuriser aussi le site et en faire un projet ambitieux qui du coup a été multiplié par 4 ou par 5 en termes de coûts, qui nous a valu une commande publique au ministère de la Culture au niveau national, et du coup des financements au niveau européen, et au final, pour un reste à réaliser qui est quasiment identique que ce que la ville aurait dû payer si elle l'avait payé sur ses deniers propres, mais avec un rayonnement complètement différent. Donc c'est une pierre bleue assez impressionnante qui a été immortalisée par un photographe. On a fait tout un travail de résidence d'artiste avec un photographe pour apprendre le regard, comment ça se passe un chantier au niveau des collèges, et puis approprier encore plus les habitants, et pour arriver à cette place. Pourquoi je parle de cette Bleu Grenet? Puisque inaugurer une place qui est cette belle œuvre, c'est compliqué. Lui donner du contenu, c'est compliqué. On a une ville pauvre, donc on n'a pas les moyens d'avoir des agents de médiation culturelle qui ont des études d'histoire de l'art, et donc il a fallu essayer d'être innovant. Et déjà à l'origine, j'avais passé une commande à un artiste régional, Jean-Louis Asseton, qui travaille beaucoup les installations sonores et à qui j'ai commandé avec la validation politique, un banc,
un banc qui a été designé en forme de livre ouvert, puisque déjà au moment de la livraison de cette belle place, la promesse électorale de la médiathèque estaminée, qui n'était pas une médiathèque estaminée, qui était encore moins un tiers-lieu, mais une médiathèque, était déjà un objectif des élus. Et donc, Jean-Louis Assétone a proposé une installation qui a été une médiathèque en livre ouvert qui s'est installée sur le parvis de la SSM, la Société Secours Mutuelle qui jouxte la place et qui est venue se poser là pour raconter une histoire auprès des habitants sur l'origine de cette place. Donc, Carmen Perrin a été entendue, l'ancien maire Daniel Breton, puisque cette place porte le nom de Daniel Breton. Vous imaginez une ville qui débaptise une plage Jean Jaurès pour pouvoir la rappeler Daniel Breton, c'est quand même pas rien. Donc, donner la parole à l'élu, donner la parole aux habitants, donner la parole à l'harmonie, donner la parole aux coulonneux. Vous savez que dans le bassin minier, toute l'histoire des mines est faite aussi avec la colombophilie. Et donc, on a rencontré les forces vives associatives locales qui nous ont expliqué un peu tout ce travail, puisque ça a structuré le projet artistique de Carmen Perrin. Cette place est 12 000 m². C'est une énorme table d'envol et table de convivialité et aussi table d'orientation que Carmen a voulu dessiner de 15 mètres de long. Donc, d'où les photos que vous voyez avec les lâchers de pigeons. Donc, ce banc sonore raconte l'histoire de cette place et donc donne du sens à cette démarche. Et lors du projet de médiathèque, il y a eu un concours d'architecture, on a eu plus de 60 candidats au niveau européen. L'architecte cabinet architecture Richard Echeler, qui a été retenu, s'est inspiré de cette histoire. Il a voulu continuer la poursuite de cette histoire. Et donc, il a réinterrogé, vous voyez, sur le parvis, là, ici, de la médiathèque estaminée, c'est de la pierre bleue. Il a voulu réinterroger le même élément minéral pour pouvoir assurer une cohésion et comment on pouvait rentrer ou sortir de la médiathèque pour aller dans le centre-ville et notamment au collège, mais comment on pouvait revenir du collège pour rentrer dans cette médiathèque de manière quasiment naturelle par cette utilisation de matière. Et puis, on verra un peu plus tard que le banc sonore a aussi structuré la proposition de l'architecte, puisqu'il a reconvoqué dans sa proposition 3 bancs sonores. Un banc sonore dans le jardin et un autre banc sonore en façade, mais là, plutôt qui ne fonctionne pas au côté tactile. Les bancs sonores, on s'installe dessus, ça déclenche des sons. Là, ils sont plutôt pilotables de la banque d'accueil. Voilà pour la petite introduction. Il y a eu un gros travail pendant 1 an et demi avec les habitants, avec les publics. Et ça nous a permis d'avoir quand même une inauguration sur 2 jours qui a réuni plus de 4000 participants sur la journée. Donc, un photographe professionnel qui a su immortaliser, pour laquelle on a acheté les droits de cette belle médiathèque estaminée qui pour nous a laissé, on est surpris encore aujourd'hui de voir l'engouement que ça attise auprès des différents publics, et on n'imaginait pas que cette aventure allait nous donner ce rayonnement-là. Vous avez la médiathèque quasiment de face sur le pignon, à l'intérieur avec cette grille qui nous sert de mur d'exposition, et puis le côté jardin très simple avec au premier plan un gradin naturel avec une petite scène où tout a été anticipé et prévu, on peut l'espérer, on découvre encore des petites choses aujourd'hui, mais où tout a été conçu pour pouvoir rendre accessible et permettre la place des artistes, des habitants, des auteurs, des lecteurs, que ce soit sur le pignon que vous avez sur la photo de gauche en bas, là, qui est aussi une scène extérieure, avec cette porte-fenêtre qui renvoie au beau ciel bleu qu'on peut avoir dans le nord parfois, et qui est une porte vitrée qui donne accès à une salle des possibles. Ça rejoint un peu votre slogan, Cédric, de votre structure. C'est vraiment la médiathèque des possibles qui est proposée, puisqu'on verra les différents usages de cette salle de diffusion. On arrive à l'intérieur avec une cuisine qui n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple de démontrer et d'expliquer à l'époque, mais on a un peu de retour sur l'expérience maintenant, mais et peut-être ce sera plus simple pour les autres projets à venir. Mais ça n'a pas été simple d'expliquer à la DRAC, au conseil départemental, qu'un atelier de pratique artistique autour de la cuisine, ça paraissait complètement évident dans le terme de financement. Comme ce couloir que vous voyez à droite, où on a à l'époque, on a une sanitaire, puisque tout c'est zoné pour permettre l'usage aussi quand la médiathèque est fermée. C'est-à-dire que la porte du fond donne accès au jardin, et du ce jardin avec une grille, on peut y accéder pour permettre à des groupes de semi-professionnels ou professionnels de pouvoir accéder à un studio de répétition et d'enregistrement semi-professionnel qui se trouve juste au bord de ce couloir. Ensuite, on avait une salle d'animation qui était
une salle d'animation plutôt dans le domaine des arts plastiques ou des résidences d'auteurs. Et puis tout au bout, cette fameuse cuisine que vous avez au premier plan en haut à gauche. Ça n'a pas été simple d'expliquer au ministère de la Culture de l'époque, comme aux collègues du conseil départemental, que avoir des livres de recettes, c'est aussi des livres. Quand même, maintenant, ça peut paraître évident. À l'époque, ça n'était pas. Avoir un studio de répétition et vouloir répéter pour des jeunes, des moins jeunes, et essayer de s'essayer avec des partitions autour de Led Zeppelin ou de Jacques Brel, ben, ça paraissait un peu cohérent dans un fond documentaire. Il a fallu expliquer quand même, et c'est peut-être le côté intriguant de cette médiathèque qui nous a permis de pousser un peu des frontières et d'éviter de sortir du cloisonnement institutionnel dans lequel on est parfois, puisque les DRAC ou les conseils départementaux ont forcément des enveloppes contraintes. Or, cet exemple nous a permis de débloquer ce type de cadre et d'avoir un maximum de financement. On va bien voir que même avec une pompe à bière, parce que oui, il y a une pompe à bière juste sur la banque d'accueil, la convivialité, l'estaminet, c'est aussi la convivialité. On peut aussi avoir des financements du conseil départemental au titre de la protection maternelle. Je vous rappelle quand même qu'il y a quand même un peu parfois des clichés ou des réalités et les drames qu'on peut entendre encore dans le bassin minier parfois nous montrent, mais malheureusement, et on n'est pas, c'est pas exclusif, mais lié au problème d'alcool, il a fallu rassurer les institutionnels pour expliquer qu'on pouvait avoir un lieu culturel, un lieu d'accessibilité, tout en étant un lieu de convivialité et pas spécialement permettre aux gens d'augmenter le taux d'alcoolisation. Donc, on a visité plusieurs médiathèques. On est allé, moi, j'ai eu la chance de rencontrer aussi des gens comme Mathilde Servet, que vous connaissez certainement et qui a travaillé sur la première, qui a travaillé sur les médiathèques tiers-lieux à l'ENSIB, à l'École nationale supérieure d'information de bibliothèque de Lyon, et qui a conceptualisé, qui a repris le concept de tiers-lieu de Rodolbourg pour pouvoir les adapter pour faire synthétique, qui a pu expliquer que les médiathèques devaient peut-être changer d'orientation, sinon elles étaient peut-être amenées à mourir. On est allé du coup rencontrer avec les jeunes du centre d'animation jeunesse, avec des habitants, plein de médiathèques et de bibliothèques en France, et notamment à Louise Michel, où la médiathèque était une référence pour le département du Pas-de-Calais, comme Berck-sur-Mer. Et comme je vous l'ai indiqué, on a participé avec ma collègue du livre de l'époque à des visites avec l'association des bibliothèques de France, notamment aux Pays-Bas et en Angleterre, pour aller voir ce qui se passait en Europe. Et je pense encore que les Européens sont bien plus en avance, le pays nordique en particulier, bien plus en avance que nous. Et ça a été une grande illustration qui a pu associer, enfin, permettre aux élus de mûrir leur réflexion. Car Mathilde Servet est venue, on parlait de projet culturel, Cédric, tout à l'heure. Mathilde Servet est venue s'impliquer aussi parce que il s'avère que je suis directeur. Je suis pas DG dans la présentation, il y a eu un petit couac là, mais je suis DGS effectivement depuis 2005, mais je suis directeur des affaires culturelles depuis 2000. Donc ça fait 20 ans que j'essaye de porter le projet culturel avec l'espace culturel René Couder, qui a une forte implication en termes de projets éducatifs auprès des écoles. Mais il s'avère que ma profession m'a permis de peut-être d'être assez à l'aise avec les orientations sociales et très très vite d'imbriquer un projet social, un projet culturel, un projet éducatif avec les forces que sont les services sociaux, avec les centres d'animation jeunesse, les centres d'accueil de loisirs, les réseaux petite enfance, tout ça, ça paraissait un peu naturel. Et on avait cette chance depuis quasiment 15 ans d'avoir expérimenté un certain nombre de partenariats avec les associations locales, les structures communales locales et le lien culturel, ou l'exigence artistique. Tout ça pour dire qu'en fait, on avait déjà un gros projet qui existait. Il suffisait d'une certaine manière à l'architecte de réussir la boîte qui allait mettre en valeur un projet. Je vous dis ça parce que aujourd'hui, mesdames et messieurs les élus qui nous entendez, on est fiers de pouvoir vous présenter cette expérience. On doit être à 200, 250 élus de tous bords politiques, sauf d'un certain, je vous laisse deviner, mais de tous bords politiques qui ont poussé la porte de petites collectivités comme de grosses collectivités. On a eu l'agglomération d'Amiens, 150 000 habitants ou 180 000 habitants qui ont poussé la porte. Des villes comme Béthune, de plus de 30 000 habitants, un peu moins de 30 000 habitants qui ne sont plus venir. La métropole européenne de Lille. Enfin, on a des gens qui viennent visiter le Louvre-Lens et notamment l'école d'architecture d'Italie qui est venue dans le cadre d'un projet architectural à Lille avec l'école nationale d'architecture de Lille. Ils sont venus visiter le Louvre-Lens et on leur a dit qu'à côté du Louvre-Lens, il fallait peut-être découvrir une architecture particulière qu'est cette médiathèque. Donc on a des gens de Bologne, je crois que c'était de Bologne qui étaient venus. Enfin, voilà, on a un rayonnement, on parle d'attractivité, mais qui a dépassé toutes nos espérances. On n'imaginait même pas la possibilité de pouvoir avoir ce rayonnement. Mais fort de ce travail-là, pour nous, c'était d'abord une promesse électorale
pour les élus, c'était une promesse électorale. Et pour moi, en tant que directeur des services, il fallait impérativement qu'on réussisse le projet et que les enfants soient les premiers ambassadeurs. Donc, on a inventé des jeux, puisque cette médiathèque, c'est une médiathèque, mais c'est pas qu'une médiathèque, on va y revenir après, c'est un cumul de plusieurs services. Donc, on a inventé des jeux à découvrir la médiathèque pour qu'un an et demi avant, elle soit quasiment déjà attendue par les premiers ambassadeurs, c'est-à-dire les habitants. Et on va voir que c'était relativement un pari gagné. On a un peu profité aussi de différentes actions pour essayer de rendre cohérent. On est un peu taquin dans le bassin minier et à la ville de Grenay, mais au moment où le Louvre-Lens avait fait sa maison du projet, nous, on n'avait pas les bons moyens de décentralisation des crédits ou de déconcentration parfois. Ça, c'est un autre débat. Mais on a une petite cabane, on a pris un container qui était un peu rouillé et on l'a pour travailler avec un chantier d'insertion l'été, et qui était une autre manière pour nous de pouvoir montrer qu'on pouvait désherber des livres, qui a aussi un rapport au livre qui est très particulier dans les classes sociales défavorisées, et on a pu démocratiser peut-être un peu plus cette action en l'appliquant dans un projet d'insertion qui a permis de customiser cette cabane du projet qui devenait une vitrine, puisque vous voyez qu'on ouvrait régulièrement en tout public le projet pour qu'il soit approprié par les habitants. On avait une ancienne bibliothèque qui était une négociation avec l'ancienne caisse d'épargne, et on a pu travailler avec les écoles pour envisager symboliquement un déménagement, et on a fait une énorme de plusieurs centaines de mètres de chaîne humaine avec les enseignants, vous voyez au premier plan du collège, mais là-haut des écoles primaires, pour pouvoir déménager symboliquement la médiathèque et investir notre médiathèque. Voilà, on a essayé d'imaginer plein d'espaces possibles, ça reste dans les mémoires. Et puis, je voulais indiquer, il fallait que ce soit une médiathèque qui soit appropriée. On parlait de projets artistiques. On a évidemment inventé des courses, des choses comme ça. On a travaillé avec Nicolas Ducrot, qui est un artiste de la chanson, sur le secteur, et qui, je viens de voir que ça sonne, les 20 minutes sont passées, j'ai pas fini. Pardon. Mais on a travaillé symboliquement avec les artistes aussi qui étaient associés à l'espace culturel pour réaliser le premier livre symbolique des habitants, qui a été déposé toute boîte, 3500 boîtes, et puis installé à la médiathèque. Et on a Jacques Bonafé, que vous connaissez, qui a animé des émissions de poésie sur France Culture, et qui est un artiste de la région et qui a accepté d'être notre parrain. Et vous avez monsieur le maire Christian Champiret en bas à droite, qui est fier de pouvoir inaugurer sa médiathèque, parce que c'est effectivement son projet de mandat. Donc je vous l'ai dit, c'est une médiathèque, mais c'est pas qu'une médiathèque, c'est une garderie, c'est une consultation de nourrissons, la protection maternelle et infantile à Brastil-et-Lieu, c'est un réseau d'assistants maternels, c'est un lieu de permanence des élus, c'est un lieu d'association, on a des associations intermédiaires qui ont envie d'investir, et puis surtout, c'est d'abord un projet je vais lâcher le mot, de pauvres. La ville de Grenay est pauvre, a un potentiel fiscal très, très limité. Et pour nous, et là c'est peut-être la schizophrénie de DGS et directeur des affaires culturelles qui doit parler, il fallait qu'on soit dans un budget contraint. Il n'était pas question de plomber, si j'ose dire, les finances de la ville, et donc on devait contenir les enjeux, notamment de masse salariale. On a du coup rationalisé les dépenses, on a rationalisé les équipes et on a regroupé les équipes. Donc il y a les équipes des CFR scolaires, de loisirs, de la jeunesse, de la communication et du livre et de lecture et du RAN se sont regroupés. Et presque 7 ans après l'ouverture, on a recruté 2 personnes, uniquement 2 personnes. On a 3 personnes au livre et à la lecture qui sont des bibliothécaires, qui sont formés et qui structurent le projet livre et lecture, mais on a aussi développé, et c'est un sens où c'est pas toujours gagné, c'est un pari encore, je crois, à gagner, d'implication de tous les agents sur les enjeux de livrer, d'avoir un socle commun sur la bibliothéconomie qui a été formée. Ce qui n'est pas le cas, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur un débat, sur les agents du livre et de la lecture, si on pouvait les former aussi au BAFA, prise en compte de l'éducation populaire, ça pourrait peut-être faciliter les choses parfois, en tout cas c'est le bilan qu'on fait. C'est un enjeu important, puisque vous savez que Sylvie Robert, qui avait répondu à une réponse au ministère de la Culture sur aider les villes de plus de 100 000 habitants à ouvrir au moins 40 heures, 7 000 habitants, on est ouvert 44 heures de manière encadrée, 53 heures en autonomie, puisqu'on fait confiance au public. Le public peut venir à la médiathèque dès 7 heures avec sa carte RFID de manière complètement autonome. Et là, on est un peu dans l'esprit des pays nordiques. Et depuis un an, un dimanche par mois, avec une association qui a voulu se structurer et à qui on donne des clés de manière responsable et qui a été formée aux enjeux de bibliothéconomie pour pouvoir retrouver le lundi la médiathèque. C'est un bar qui est en régie municipale. Ce sont des commerçants partenaires, j'y reviendrai après, et des espaces mutualisés.
Donc, cette salle de diffusion dont je vous parlais tout à l'heure, elle est l'heure du con, mais c'est aussi une salle de spectacle, c'est des rendez-vous, ce sont des espaces de réunion, c'est des espaces de projection aussi de la finale de la Coupe du Monde de football, par exemple. C'est des visites détournées qu'on a pu mettre en place. C'est un accueil polyvalent, qui n'est pas toujours simple à maintenir, mais qui est une réalité. C'est aussi un baby-foot, bah oui, c'est un tiers-lieu, donc c'est un lieu qui vit, c'est un lieu dans lequel il y a du bruit, mais aussi des zones qui nous permettent de pouvoir permettre aux élèves de pouvoir travailler. Vous avez vu le banc sonore, le parvis et le banc sonore, qui a inspiré un petit peu après le maire. C'est une deuxième commande qu'on a faite et qui est installée sur le diamant là, de ce parvis, qui est un autre espace de médiation qui nous permet d'enregistrer et d'être dans un outil de médiation avec les publics. On peut inventer plein de choses. Les collections, l'espace dédié à jeunesse, comme dans toutes les médiathèques, et bien vous voyez aussi qu'on a cette terrasse qu'on investit au beau jour pour permettre au public de pouvoir peut-être se poser, s'asseoir simplement, lire un livre, boire un petit café ou autre chose au moment où c'est autorisé, puisque la bière elle est autorisée qu'à partir de 11 heures et de manière avec modération bien entendu. On a un cybercentre qui est la bulle de verre, où c'est l'espace qui doit être complètement silencieux pour permettre aux gens de travailler, aux étudiants ou aux scolaires de faire leur recherche. On a un jardin clôturé et qui est un vrai jardin avec une vraie balançoire. Cette salle est le studio de répétition dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est à plus de 850 techniciens qui ont découvert cette médiathèque et plus de 250 en France. La platine RFID, qui est une illustration pour nous de travailler des liaisons naturelles avec les écoles, où les écoles, on leur met à disposition des mâles, et on voudrait inciter de plus en plus à ce que les enfants et les parents aient l'habitude de venir nous rendre les ouvrages qu'ils peuvent consulter à l'école pour pouvoir faciliter les déplacements école et médiathèque. Les établissements publics numériques, la lutte contre la fracture numérique, je vous l'ai dit, c'est une expérience qui est menée depuis longtemps dans les différents quartiers. Avec la médiathèque, on est venu structurer le centre-ville, puisqu'on a déplacé un des EPN, des établissements publics numériques, et donc la ville est vraiment structurée. Et on va voir que pendant la crise sanitaire, ça a été une vraie réponse. Et puis, dans la foulée, 4 ans après le concept de microfolie, très naturellement, avec le ministère de la Culture et puis la Villette, la médiathèque a été labellisée microfolie. En 4 mois, on a pu l'inaugurer. Le ministre Franck Riester est venu. Vous voyez l'implication des enfants et des écoles tout à l'heure, mais aussi du monde associatif autour de l'atelier cuisine. Et puis, du coup, on a pris, nous, toute la possibilité proposée avec une brodeuse numérique qui est venue être dotée d'une surjeteuse. Et on va voir que pendant la crise sanitaire, ça a été une vraie réponse, notamment pour la fabrication de masques avec les associations. On a des imprimantes 3D, on a tenté de faire des masques, des visières. On a un musée numérique, comment on peut lutter contre la fracture culturelle numérique tout en permettant un accès à la culture. Enfin, il y a différents espaces. C'est plus de 21 000 documents maintenant. C'est quasiment 24 000 emprunts sur l'année. On a multiplié par 13 à l'époque, depuis 2005, les inscrits. Et puis, c'est quand même aussi, on parle d'attractivité, une reconnaissance par livret hebdo de 2 prix. On n'a pas encore la chance d'avoir le grand prix, mais 2 fois de suite, on a eu le prix de l'accueil 4 mois après l'ouverture et le prix d'animation. Ça a fait beaucoup de presse. C'est du coup, on parle d'attractivité, des revues comme La Seine, des revues comme Le Béton qui s'intéressent, des filles de papy, philosophie, Éric Orsena et Noël Corbin au niveau national ont eu envie de faire un petit clin d'œil. C'est aussi la revue Urbanisme et puis livret hebdo, mais c'est aussi des sujets de concours. On voit que dans les concours de la CNFPT, la médiathèque est souvent évoquée. Et puis, ça a même été un sujet de bac pro au niveau national, bac pro menuiserie, sur les menuiseries. Depuis peu, et là on va arriver peut-être à ce qui peut nous intéresser, c'est que fort du territoire et des enjeux, les villes voisines, les 5 villes que sont Bully-les-Mines, Aix-Moulette, Mazingarbe, Saint-Angoël et Grenay, qui forment un bassin de population de 40 000 habitants. 40 000 habitants, c'est plus que la ville-centre. Il s'avère que dans la communauté d'agglomération, il n'y a pas de ville-centre. Il y a Lens, 33 000 habitants, et Liévin, 34 000 habitants. Et la communauté d'agglomération qui, elle, a pris la compétence culture, essaye de structurer son projet de territoire lecture avec les structures existantes. De manière anticipative, on va dire ça comme ça, mais les villes ont eu envie de travailler ensemble
de majorité politique mixte, je veux dire gauche plurielle, on va dire ça comme ça, elles ont eu envie de travailler ensemble sur plein de projets. Et moi, en tant que référent culturel pour ces 5 villes, j'ai eu envie d'initier et j'ai embarqué avec nous les réseaux des 4 médiathèques voisines pour, à l'appui de cette médiathèque, développer le premier salon intercommunal. Et on va voir qu'après, donc on a fait des publications. Magali Dulin, qui est une autrice assez reconnue dans le domaine de la toute petite enfance, a fait un superbe ouvrage, à tel point que le Louvre-Lens, qui est quand même une institution nationale, a eu envie de nous accompagner financièrement. Et on a essuyé les plats d'un premier salon avec une journée professionnelle. Et Ali, je me permets de vous interrompre. Excusez-moi. Voilà, moi je pense qu'on va faire une petite pause là parce qu'en fait, on va aller rentrer en exploration sur ce projet du coup de salon du livre. Pardonnez-moi pour cette interruption et ça va vous permettre du coup de reprendre un peu votre souffle. On va du coup, s'il vous plaît, arrêter le partage d'écran de votre côté. Et peut-être faire une pause sur cette première phase de présentation de la médiathèque de Grenay. Merci, c'était passionnant. Et puis, désolé de vous contraindre avec ce timing trop serré. Mais en même temps, je pense qu'on va pouvoir faire remonter un certain nombre de compléments d'informations grâce aux questions qui sont montées dans le chat. Alors, on a 3 questions pour le moment. Et surtout, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui le souhaitent, à lever la main via Zoom et à prendre la parole. Ma collègue Louise Robert, à mes côtés, coordinatrice du Lucas, du coup, surveille ça. Donc, 2 questions RH. La première qui était une question toutefois, donc ça vient d'Amandine Ray, ça vient du coup du budget. La création de seulement 2 emplois. Avez-vous du retour des salariés est suffisant? Voilà, 2 emplois créés depuis le lancement de ce projet médiathèque. Autre question RH, donc de la bibliothèque départementale de Gironde, je présume, Paola Pinault. Question sur, du coup, je suis intéressé pour en savoir plus sur la démarche de formation, sensibilisation aux enjeux de la lecture publique des agents des autres services. Comment, combien de temps, adhésion des adhésions, impact. Adhésion des agents, voilà. Et la 3e question, donc on sort du sujet RH. 7 ans après l'ouverture, donc c'est Maric Brocard qui nous pose cette question. 7 ans après l'ouverture, voyez-vous des usages, des besoins auxquels vous n'aviez pas pensé à la construction? Voilà, donc 2 questions plutôt de l'ordre RH sur le nombre d'emplois, seulement 2 emplois créés en plus, est-ce que c'est suffisant? Comment on a fait pour faire entrer dans la mécanique de ce projet les agents hors champ culturel, si je puis dire? Et du coup, 7 ans après, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé? Il y a une dernière question, Cédric, qui concerne la question de l'ouverture en autonomie. Concrètement, comment elle s'organise également à partir de 7 heures du matin. Merci Estelle, effectivement, ça m'avait échappé. Alors, sur la question de la création d'emplois, je peux intervenir? Ah bah oui, c'est à vous. Alors, sur la question des créations d'emplois, encore une fois, le ratio et la structure d'encadrement avait été, dans le cadre du partenariat qu'on avait avec la ministre de la Culture, de recruter une personne, un assistant qualifié du patrimoine à l'origine. On avait déjà une collègue de catégorie C qui avait fait un programme de formation dans le cadre de l'accompagnement de la BDP du Pas-de-Calais, et puis une expertise qui était plutôt, j'allais dire, un agent qui partait à la retraite depuis, mais qui avait développé une expertise sur la lecture à voix haute, sur le catalogage, sur les équipements, enfin, qui était un agent de catégorie C avec plein d'énergie et plein d'expérience, comme on avait pu le découvrir, comme on sait, ça existe dans plusieurs villes où historiquement la bibliothèque était associative, elle est devenue municipale, on a formé cet agent qui était toute seule dans une petite bibliothèque, puis après c'est monté en puissance, on a fait des recrutements, la ville a fait le choix de recrutement d'assistants qualité du patrimoine dans les années 2000, quasiment 2003-2004, et donc pas des emplois aidés comme ça peut parfois être le choix de plusieurs collectivités, voire du recours à plein de bénévoles, comme ça peut exister dans plein de territoires, dans le Pas-de-Calais y compris. Nous, la ville a fait le choix de compétences et d'exigences en termes de structuration de projet. Il fallait écrire. Donc, on a recruté en 2000 une assistante qualifiée du patrimoine qui, avec une collègue déjà en place, avait structuré le projet. Et puis, très très vite, on a commencé à imaginer la mutualisation des agents. On a un point formation jeunesse, et dans le point formation jeunesse qui répond peut-être en partie à une deuxième question sur l'impact de la collègue de la BDP de Gironde, sur l'adhésion ou pas adhésion, il n'y a jamais été question de forcer les agents à rejoindre le projet culturel. Jamais. Par contre, il y a un projet politique.
Le projet politique, il a été force comment il y a eu des sondages, des questionnaires qui ont été faits sur l'implication des agents, sur l'importance de l'appropriation de la culture. Je vous dis, on a fait un séminaire avec Mathilde Servet à l'époque, qui est venue ici pour rencontrer les agents, mais aussi les élus, sur en quoi c'était important peut-être l'idée de tiers-lieu sur un territoire comme le nôtre. On a multiplié un nombre d'expériences, on est parti en formation, on a visité les médiathèques, et quand vous voyez que, y compris pour certains collègues, que lorsqu'on visite des médiathèques dans le secteur, hein, on voit que les réflexes ne sont pas pris, et on comprend que des propres agents, donc c'est une vraie question de la collègue de la BDP, c'est qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis du livre, et des agents qui ont l'habitude d'avoir une fonction plutôt administrative et qui n'étaient jamais rentrés dans une médiathèque, ça se voit. Du coup, ça se travaille. Mais ça se travaille encore plus parce qu'on a des élus qui sont ambitieux et qui ont envie d'avoir le meilleur pour leurs agents et pour leur public sans les mettre en difficulté. Je prends une illustration. Pendant 1 an et demi, on a préparé quasiment 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi, on a préparé l'arrivée de la médiathèque. Dès que la construction a commencé, les agents, moi j'ai organisé, et je n'étais pas DGS à ce moment-là, j'ai fait valider par les élus, j'ai fait valider par le DGS, que tous les mois, une fois par mois, le premier jeudi du mois, était banalisé pour aller sur le site avec toutes les équipes prévues pour bosser. Du secteur communication, secteur jeunesse, secteur affaires scolaires, secteur éducatif, pour pouvoir se projeter à la lumière des plans, pour se baigner dedans et commencer à imaginer le projet qui était déjà écrit, il a fallu écrire évidemment pour le ministère de la Culture et pour la BDP. Donc on a partagé, on a été dans la pédagogie. Et puis, quand j'ai expliqué au maire qu'il fallait au moins 20 minutes au cul du camion, si je peux me permettre l'expression, pour qu'on puisse mettre en rayon un ouvrage dans les étagères, pour quelqu'un qui est expérimenté, il y avait 2 solutions. Ou on forme les gens et on fait du local en travaillant avec les agents, notamment évidemment du livre, mais aussi en partageant ce savoir sur comment on équipe, comment on catalogue et comment on fait du local sans avoir à faire un chèque de 30 000 € à une société de prestation pour avoir des bons cartons qui soient prêts et qu'on ait une médiathèque qui soit inaugurée le bonjour avec tous les rayonnages équipés. Les élus ont fait le choix du maison. Donc on a eu toute une application des agents du livre qui du coup bénéficiaient d'un savoir par leur propre père, par les collègues du livre et de la lecture qui eux savaient équiper, qui eux savaient cataloguer. On a fait une formation avec la BDP. La BDP est venue se poser pour montrer comment on pouvait accompagner, comment on pouvait équiper un DVD, comment on peut équiper et protéger et pucer un périodique, etc. Ou un CD ou un ouvrage. Enfin, il y a eu tout un travail, un accompagnement qui a été fait par des organismes. Certains ont pu bénéficier de formations au CNFPT ou avec le partenariat qu'on a avec Medialil à la fac sur des formations, les bases de la bibliothéconomie, et du coup, on a fonctionné par binôme pour pouvoir former sur le terrain les agents qui n'ont pas pu, parce que les places étaient plus ou moins chères pour le CNFPT en l'occurrence. Mais voilà, il y a eu des binômes qui ont été faits, il y a eu un partage de savoir, ça n'a peut-être pas été simple au début, mais il y a eu un accompagnement, il n'était pas question de mettre en difficulté les agents sur la formation. Après, c'est sûr que la médiathèque, elle est épuisante. Parce que, épuisante, c'est une médiathèque qui fatigue parce que ce n'est pas une médiathèque comme les autres. C'est une médiathèque, et c'est le choix politique, c'est une médiathèque qui réunit quasiment plus de 200 personnes au jour. À l'échelle d'une ville comme la nôtre, c'est beaucoup. Et donc, du coup, c'est aussi une médiathèque où on peut inscrire un enfant à la cantine, et ça va répondre en partie à la question de la collègue sur l'ouverture en autonomie. Là, pour la dernière, je reviendrai après sur les espaces tout à l'heure. C'est que il y a un vrai parti pris des élus sur la confiance au public. Je prends une illustration. Le jardin est entouré à l'époque, était entouré de barrières de 2,50 m de haut. On a eu quelques petites dégradations avec des arbres qui ont été abîmés. Le maire a pris sur lui, a fait valider avec ses élus majoritaires le fait que lui, c'est son pari. Il faut que le terrain, l'espace soit approprié par le maximum de gens et du coup, qu'on évite un peu les petits concours de compétition. Et il a pris sur lui et il a baissé les grillages. Du coup, il n'y a plus d'enjeu pour les jeunes ou moins jeunes qui voulaient peut-être se montrer qu'ils étaient le plus fort pour passer dessus. Il n'y a plus d'enjeu et on n'a plus eu, depuis je touche du bois, on n'a plus eu de soucis depuis quasiment 6 ans où les barrières ont été diminuées. Le rapport à la confiance a été terrible. Les périodiques ne sont pas catalogués. Ils sont juste à l'entrée. Ils sont juste au bord. Les élus
on fait le choix de dire, si on nous vole un catalogue, c'est pas grave, on nous aura appris la culture. Résultat des courses, on n'a absolument aucune perte. On sait que l'expérience, et des collègues des bibliothèques me le confirmeront, la plupart des vols, ce sont des oublis de documents qui ne sont pas rendus. Donc c'est à nous à pouvoir faire nos inventaires réguliers puis à solliciter. Donc en termes RH, ça a été une vraie appropriation tout doucement, c'est pas gagné parce qu'on s'est rendu compte que partager, réinterroger sa pratique, c'est un vrai sujet, et c'était pas simple. Les collègues du livre qui nous ont rejoints ont eu envie ont accepté de plus en plus de se remettre en question, mais on a aussi quand même eu des gens qui ont demandé leur mutation pour repartir dans des médiathèques un peu plus traditionnelles, ça c'est vrai. Et au bout de 7 ans, on pense avoir peut-être réussi à trouver notre vitesse de croisière où on a des services qui se parlent plus. Je vous ai parlé d'économie de moyens. C'est aussi des services qui, à l'époque, étaient, je ne vais pas dire des républiques autonomes, mais presque, qui bossaient chacun dans leur domaine. Là, le projet culturel est vraiment au cœur des préoccupations. Et donc, les collègues du livre, quand ils inscrivent un gamin à la cantine, eh bien, ils sont en mesure de pouvoir répondre sur les collections, sur l'emplacement du secteur de tel ouvrage, sur le fonctionnement du Fab Lab, sur le prix d'un billet de spectacle et le vendre aussi, comme pour vendre un café ou une orangeade ou un verre de bière à la pompe, puisqu'on a un partenariat avec une entreprise locale. Donc là, et puis, alors après 7 ans après sur les usages, eh bien, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas été si bon, puisque le ministère de la Culture n'a pas voulu. Au départ, on était parti sur 1900 mètres carrés, 1600 mètres carrés chaudes de surface. Vu les moyens, on a réussi à obtenir 1300 et on se rend compte que les 300 mètres carrés sont aujourd'hui cruciaux, puisqu'on manque d'espace de stockage et de manière assez importante. C'est peut-être ce sur quoi on pourrait être amené à travailler, sauf que on n'a pas, la médiathèque est dans un secteur qui est assez contraint. Et donc, on est un peu coincé. Ali, merci pour ces éléments de réponse. On va prendre une dernière question et on va passer ensuite à la séquence suivante sur le projet de fête du livre, qui va peut-être répondre d'ailleurs à la question de Monsieur le maire de Belay, Monsieur Dimitri Lahuerta, qui vous demande quelle est la posture de la communauté d'agglo ou de communes et a-t-elle été impliquée, a-t-elle financé? Peut-être une façon d'amorcer peut-être la séquence suivante, je ne sais pas, c'est vous qui nous dites. On va revenir, je peux partager le document peut-être? Allez-y, tout à fait. Alors, on va revenir un petit peu après, Monsieur le maire, sur les financements. Je vais revenir après sur ce point-là, sur le salon intercommunal. Voilà. Le travail d'investissement, on est sur un projet d'équipement qui a coûté 4,5 millions, avec 20%, quasiment un peu plus de 20% à la hauteur de la ville. Mais vous voyez les différents financements qui ont pu être mobilisés. L'État, au niveau de l'investissement avec l'informatisation, le conseil départemental, avec les 200 000 euros supplémentaires de l'enfance et de la famille dans le cadre de la consultation de nourrissons, qui était assez surprenant, le conseil régional des Hauts-de-France dans le cadre d'une ligne dédiée, et puis la caisse d'allocation familiale, qui aurait pu être un pari que j'aurais dû gagner avec mon maire, qui était convaincu qu'on allait aidé par la CAF, avec la fameuse compagnière, mais la CAF a pu nous accompagner puisque les accueils de loisirs sont aussi réalisés dans cette médiathèque. Et puis tout travail au niveau du réseau d'assistants maternels. Voilà, donc un investissement autour d'1 million pour anticiper sur une question qui va certainement arriver. On est autour d'un budget de fonctionnement de 600 000 euros, toutes charges incluses, y compris la masse salariale et les lignes de fonctionnement des différents services. Voilà, et je mets hors métropole, puisque la métropole, on a pu investir quelques centaines de milliers d'euros, une petite centaine de milliers d'euros dans la foulée, accompagné à 80% par le ministère de la Culture et puis par le conseil régional. Donc la communauté d'agglomération, non, n'a pas accompagné parce qu'à l'époque, la question de la compétence n'était pas acquise et puis ça restait de l'ordre des villes de pouvoir structurer leur équipement. Demain, ça va être un enjeu. On sait que demain, au niveau de la prise de compétence de l'agglo et de l'accompagnement, c'est un enjeu, mais c'est encore très, j'allais dire, fragile ou sensible. Les questions d'investissement risquent d'être âpres en termes au niveau de la majorité de gauche plurielle qui anime. Et nous, on a aussi une adjointe qui est vice-présidente, d'ailleurs à la culture depuis la dernière mandature, depuis les dernières élections, et pour lesquelles ils sont des débats. La mise en réseau, elle avance tout doucement. On commence par l'informatisation, on commence par des projets communs, et puis la question des équipements, parce que aussi les communautés d'agglomération n'ont pas spécialement les moyens. Vous savez bien que de plus en plus,
différentes solutions avec le pacte de gouvernance sont envisagées pour les communautés d'agglomération pour faire rentrer aussi des recettes. Et je pense que les communautés d'agglomération n'ont pas les moyens de reprendre à leur charge et les équipes et les financements. Et les équipes et leur financement et les structures. Ça, c'est pas une réalité. Ça avait été un débat, mais ça l'est de moins en moins. Voilà. Ali, et du coup, est-ce que la communauté… Oui, je pense. Et ben, du coup, Monsieur le maire complète en demandant justement est-ce que, au-delà du financement, la communauté d'agglomération a été impliquée en réflexion, en discussion, en ingénierie. Est-ce qu'il y a du lien avec du coup le service culture? Alors, pas à ce moment-là. Les institutions référentes ont surtout été la DRAC, avec le conseiller livre et lecture de l'époque, Pascal Allard, et puis le conseil départemental avec les services de la direction de la lecture publique du conseil départemental et un peu moins le conseil régional, mais le département et la DRAC ont été les acteurs institutionnels qui ont structuré notre réflexion, qui ont contrôlé aussi évidemment les engagements qu'on avait pris, parce qu'on était un des premiers tiers-lieux, on envisageait le premier tiers-lieu au nord de Paris à ce moment-là. J'ai souvenir du conseiller livre et lecture Pascal Allard, quand il est venu nous voir lors d'un premier rendez-vous, on avait été maladroit, il nous avait dit « vous êtes pauvre », c'est toujours intéressant de le savoir par les services de l'État, on avait oublié un petit peu, « vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas avoir 1600 mètres carrés, par contre, je ne peux pas vous empêcher de faire une médiathèque, c'est votre compétence, mais on vous accompagnera pas plus que 800 mètres carrés ». On a réussi à avoir 1300 mètres carrés, et pas les fameux 1600, mais parce que il a eu l'œil qui a brillé quand je lui ai dit qu'on s'était mal exprimé et qu'on voulait pas faire une médiathèque, parce que c'est quand même le conseiller libre et lecture qui a structuré les médiathèques depuis presque 20 ans, 25-30 ans en Haute-France, et quand je lui ai dit qu'on voulait faire un tiers-lieu, il a eu l'œil qui a brillé, qui a dit écrivez le projet. On a écrit le projet. Et dernièrement, on a invité dans d'autres séminaires, notamment du CRMA sur les aménagements, l'attractivité du territoire, etc. Et Pascal Allard, qui est à la retraite, a fait faire une vidéo et il a expliqué que s'il y avait une médiathèque aujourd'hui qui répondait aux enjeux de demain, c'était la médiathèque estaminette de Grenoble. Bon, super. Bien, eh ben, je pense qu'on a du coup apporté les éléments de réponse. Il y en a d'autres questions qui montent dans le chat, mais on va les garder pour la dernière séquence d'échange dans quelques minutes tout à l'heure. On vous laisse du coup peut-être nous présenter le projet du Salon du Livre, et du coup qui a une dimension réellement intercommunale et de coopération avec, j'imagine, les équipements du territoire intercommunal. Alors, on n'est absolument pas dans une naïveté, ça va certainement parler à nos élus, mais aussi à nos techniciens. On n'est certainement pas dans une naïveté sur le territoire et on sent évidemment que les structures, alors ce qui n'est pas le cas dans d'autres territoires où quand on a la chance d'avoir une ville-centre qui tire vers le haut les villes rurales peut-être autour, ici la structure elle est quand même un peu équilibrée. Je vous ai évoqué que Lens c'est 33 000 habitants avec un projet culturel historique notamment autour du Salon du Polar. Liévin 33 000, 34 000 aussi habitants. Plutôt le sport, un peu la culture, mais pas un clin d'œil véritablement marqué autour des questions du livre et de la lecture. Il faut un salon intercommunal, un salon du livre d'amateurs dans leur centre culturel, mais au niveau de la communauté d'agglomération de 300 000 habitants, pas beaucoup des expériences, j'allais dire, assez humbles dans les différentes villes. Et puis, fort de cette pacte de gouvernance qui commençait à structurer peut-être les enjeux de demain en termes de financement et d'attractivité, les villes voisines, à la veille des élections municipales, ont eu envie de se retrouver pour pouvoir bosser peut-être un peu plus ensemble dans plein de domaines. J'indiquais tout à l'heure en tant que référent culturel pour les 5 villes, je devenais un peu le chef de projet culture intercommunale de nos 5 villes et très très vite, en s'appuyant sur l'expertise de notre médiathèque, est venue l'idée de créer un premier salon intercommunal. Ambitieux. Alors, un salon intercommunal à l'échelle, c'est un projet qui a coûté 50 000 euros. 50 000 euros, c'est quand même pas rien quand on sait qu'on a des villes qui n'ont pas spécialement les moyens en termes de projets de lignes budgétaires qui existent dans leur collectivité. Donc, on sent que, alors évidemment, notre ingénierie et mon métier, ça a été d'aller chercher des subventions. On a été financé à quasiment 80% puisque on est en quartier prioritaire politique de la ville. Le ministère de la Culture a vu l'importance de la structuration de nos réseaux, a pu nous accompagner. Le Louvre-Lens, j'ai évoqué le sujet, a pu nous accompagner puisque au-delà du Salon du Livre, on voulait une vraie journée professionnelle. On voulait se repérer comme des opérateurs sérieux. On a travaillé avec l'Agence régionale du livre qui nous a aidé à structurer un peu cette première journée pro. La communauté d'agglomération était venue un peu sur le tas, mais parce que la communauté d'agglomération venait tout juste quasiment de recruter ou était en phase de recrutement de son conseiller livre et lecture. Donc, elle n'était pas vraiment structurée.
le conseil départemental nous accompagnait, mais comme c'était une première, il regardait un peu de loin. Et puis le conseil régional, un petit peu pareil. Donc on a créé cette première édition qui a eu un engouement certain où les professionnels étaient, pour cette première journée de professionnels, venaient un peu partout en région de France et on a pu avoir, je crois, 50 ou 70 professionnels qui ont poussé la porte pour découvrir ce projet. Et puis, on a créé un salon intercommunal à l'échelle de notre territoire des 40 000 habitants. Et quand je vous disais qu'on n'était pas complètement naïf, c'est que l'idée était de, je ne vais pas dire de mettre un pied dans la porte, c'est pas du tout ça de la communauté d'agglomération et des enjeux du territoire, mais c'est de dire, on existe, il faut faire avec nous. On a une expertise, on a des structures, on a des équipes. Comment vous pouvez vous appuyer? On va voir que la prochaine édition, elle va avoir une autre couleur, mais comment on devenait pas incontournable, mais être des espèces de moteurs. S'ils avaient envie de s'appuyer, on avait une expertise, on avait des ressources, on avait des moyens, et ça pouvait être une bonne chose. La réalisation du premier livre réalisé avec Magali Dulin, Tout un monde, qui est un très bel ouvrage, qui a été un budget. Encore une fois, notre boulot, c'est d'aller chercher des subventions, parce que c'est un budget qui a coûté 50 000 euros. À la charge des villes, c'était j'ai peur de dire une bêtise, mais sur les 50 000 euros, les villes ont mis 2 000 euros chacune, hein, quand même. Avec la publication d'un ouvrage dédié aux tout petits et avec la participation du Louvre-Lens. Donc, on avait, si vous voulez, grâce à cette première expérience, montré qu'on était capable de faire les choses sérieusement, à destination des professionnels, puis à destination du public, évidemment, puisqu'on travaille la mobilité du public. On sait que la réalité, y compris dans les territoires ruraux, la mobilité du public est un vrai sujet. On a pu mobiliser nos moyens, nos navettes électriques, on développe aussi ces navettes au sein de la ville de Grenoble. On a pu les mettre à disposition, on a pu partager nos ressources et partager nos moyens. Donc, ça a été une belle première édition où les villes voisines se sont, j'allais dire, apprivoisées aussi, et elles ont eu envie de réussir une deuxième édition, parce que c'est biennal. La prochaine édition aura lieu à l'automne 2023, alors en février 2023, pour le deuxième salon du livre. Alors, la réalité de l'agglo, c'est que du coup, l'agglo de Lens-Liévin a eu envie de structurer aussi leur réseau. Et on voit bien là l'invitation du 14 octobre prochain qui aura lieu à la Malterie d'Aix-Lunette, donc ville partenaire, où on va organiser une journée pro en lien étroit avec la communauté d'agglomération qui, elle, en est à ses balbutiements de structuration de son projet territoire lecture au niveau de l'agglomération. Et elle va s'appuyer grâce à cette expertise et les ressources qu'on a pu développer sur notre réseau pour développer ce projet culturel. Ça va? Très bien. Oui, une question effectivement d'Estelle Charru, mais je pense que vous venez d'y répondre. Estelle Charru dans le budget sud qui nous pose la question de savoir si les équipements sont communaux et l'agglo est compétent sur le volet mise en réseau de la lecture publique. Est-ce que c'est le cas? Alors, les équipements sont uniquement communaux pour le moment. Et pour redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas les moyens, je pense, de prendre en charge ni les lieux ni les équipes. Et la mise en réseau est toute récente et elle commence à structurer en s'appuyant sur des groupes de travail, sur un projet d'animation, mais aussi sur la réflexion autour du logiciel pour envisager un logiciel commun demain et envisager la mise en réseau. Et on est vraiment au balbutiement. Ok, très bien. Merci beaucoup, Ali, pour cette réponse. Du coup, peut-être qu'on peut… Est-ce que vous avez fini la présentation de ce premier projet? Est-ce que vous voulez évoquer le pas de côté évoqué tout à l'heure? Ouais. L'expérience de cette structuration, si vous voulez, c'est un peu à l'image de cette médiathèque tiers-lieu qui nous a permis d'avoir des financements complètement improbables qu'on espérait. Et fort de l'état des lieux et des moyens qu'on avait dans cette ville, c'était une belle réponse stratégique pour pouvoir peut-être lever des sources de financement inédites. Ce réseau, il montre aussi aux institutions que sont l'État, que sont la région et le conseil départemental. L'agglo, maintenant, elle est acquise parce que j'ai parlé du projet territoire lecture, mais on développe évidemment de plus en plus des projets autour du CLEA. Les résidences d'artistes sont des espaces et prochainement, la médiathèque Estaminet va accueillir le CLEA comme étant un espace pertinent et qui va valoriser le CLEA de l'agglo. Donc l'agglo, c'est s'appuyer sur notre réseau et c'est nous interpeller comme l'État à l'époque. D'ailleurs, si j'ose dire, je ferai juste une petite digression, mais j'ai parlé de l'expérience de l'espace culturel que je dirige
depuis plus de 20 ans, très très vite, on a structuré un réseau qui s'est appelé les scènes associées. Les scènes associées ont été un réseau autour de 4 structures, 4 villes, pour mutualiser déjà des moyens au niveau du spectacle vivant. Les premiers qui se sont appuyés sur ce réseau des scènes associées pour montrer aux élus de l'agglomération, de l'Ancien-Vin, l'importance et les enjeux d'un CLEA, a été la DRAC. La DRAC s'est appuyée sur notre réseau de spectacle vivant pour pouvoir réunir les conditions d'expérimentation, d'une mise en commun et d'une mise en réseau de présence artistique pour s'appuyer sur ce réseau, comme on est en train de le faire un petit peu là avec le réseau des 5 villes, et structurer l'expertise ou monter en puissance l'expertise de la communauté d'agglomération. C'est un peu en ce sens-là que je dirais que les partenaires ont besoin aussi des expériences qui sont innovantes, et puis ça valorise nos équipes aussi, hein, de pouvoir, puis ça valorise les équipes, ça nous permet d'avoir des financements et de pérenniser un certain nombre d'actions, voire d'accompagner ou de faciliter un certain nombre d'actions qu'on peut être menées. Parce qu'encore une fois, là, je vous l'ai dit, sur les 5 villes voisines, toutes les villes n'étaient pas au même niveau d'ambition, de moyens. Moi, j'ai la chance de travailler pour une ville qui met de l'argent sur la table malgré ses ressources, parce que peut-être que je vais chercher les financements aussi, et ça rassure, mais dans les 4 autres villes dont je parlais tout à l'heure, l'ambition n'était pas spécialement la même, ou le niveau d'exigence ou de capacité n'est pas le même. De montrer à des élus qu'ensemble, on peut, en dépensant de l'argent, on dépense moins d'argent, puisqu'on mobilise plus de financement, c'est quand même un travail qui est assez important et qui facilite aussi la structuration des élus, d'avoir plus confiance peut-être en leurs équipes, ou d'avoir plus confiance dans les institutions, et d'oser l'expérience culturelle partagée, quoi. C'est un peu ce que l'illustration de cette mise en réseau en cours et de cette connexion avec ces 4 villes voisines et la reconnaissance des institutions nous permet aujourd'hui de revenir en arrière et de pouvoir se faire cet état des lieux. Merci Ali. Juste 2 rebonds du coup par rapport à votre intervention. Le premier, suite à une question dans le chat, on voit que ce salon du livre avec cette partie journée professionnelle a été vraiment le support de la mise en réseau des 4 communes, si j'ai bien la mémoire est bonne, autour du coup de ce projet de lecture publique partagée. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives, pour reprendre la question du chat, qui pourraient du coup mettre en synergie et qui au-delà de cette lecture, ce salon du livre, en fait, il y a d'autres initiatives qui travaillent cette mise en synergie en complémentarité des bibliothèques du territoire autour de la ville de Grenay et du coup avec vous. L'autre question porte aussi sur le partenariat avec l'éducation nationale. Vous l'avez évoqué donc par rapport au CLEA. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus aussi, s'il vous plaît? Alors, pour revenir sur les synergies, on a développé une deuxième action dans laquelle s'est inscrit et engouffré, j'allais dire, le Louvre-Lens, notamment l'été. On a appelé à l'air libre l'été. On essaye d'imaginer des actions en réseau autour de nos 5 villes dans lesquelles s'implique le Louvre-Lens pour investir les jardins l'été. On a une réalité où les gens partent pas spécialement en vacances. Et on a expérimenté un certain nombre d'actions pour sortir les livres et aller au-devant des habitants, et en investissant les jardins. Le Louvre-Lens a un grand jardin, chaque ville dispose de vraies ressources et de vrais jardins, et on mutualise des moyens en sortant nos collections. Vous verrez après qu'on a un support assez particulier qui est une remorque, un tiers-lieu mobile qui est mis à disposition et qui peut être prêté y compris à l'agglo comme aux villes voisines. Donc oui, des synergies, on essaie de les développer. Maintenant, l'agglo est aussi à l'initiative de plein d'actions. J'évoquais l'anniversaire du bassin minier UNESCO. Il y a des expositions qui sont travaillées. On a des réseaux avec les associations des communes minières où il y a une très belle exposition à partir de clichés de Robert Doisneau qui fait l'objet d'une tournée autour des villes. Et évidemment, la médiathèque Establier va être un espace de valorisation. On travaille beaucoup, et là je vais rebondir sur l'idée du CLEA avec les équipes enseignantes. Le principal du collège de la ville a eu la bonne idée d'investir la médiathèque l'an dernier pour faire la pré-rentrée de tous ses profs, 70 profs et équipes éducatives dans la médiathèque examinée pour s'impliquer et connaître tous les dispositifs et les ressources disponibles pour les mobiliser toute l'année. On travaille, alors encore une fois, avec l'ESP, l'Institut supérieur de professorat des écoles à Valenciennes, qui intervient dans le champ de la formation des instituteurs, des professeurs des écoles, sur une recherche-action autour de la ludopédagogie.
on n'a pas les moyens d'avoir, on a 25 000 documents aujourd'hui, mais on n'a pas les moyens d'avoir des dizaines et des dizaines de jeux vidéo qui coûtent très cher. Et donc, comment on développe le serious game et la ludopédagogie auprès des enseignants pour pouvoir réinterroger leurs pratiques éducatives et pédagogiques auprès des enfants pour lesquels l'acquisition de la lecture est compliquée. Donc, et donc, du coup, avec l'ESP, on a la possibilité de disposer de 500 jeux régulièrement différents qui sont mis à disposition des publics. C'est un autre exemple. On parlait de micro-bibliothèques, l'application des enseignants sur les micro-bibliothèques, ou comment ils deviennent des assistants bibliothécaires d'une certaine manière, comment ils développent aussi le projet, comment ils s'impliquent dans ce projet en accueillant une malle et en étant acteurs de cette malle pour pouvoir faire en sorte que les enfants et les parents puissent avoir naturellement des déplacements entre l'école et la médiathèque. On essaie de multiplier les actions. Puis cet ouvrage dont je parlais tout à l'heure de Magali Gudin, il a été fait de manière étroite avec le réseau d'assistants maternels, mais aussi avec les toutes petites sections d'école maternelle. Naturellement, les enseignants sont, alors d'abord parce que dans notre majorité, le maire est un prof, plusieurs élus sont profs, et que la promesse électorale a été de réaliser une médiathèque qui soit une réponse à l'échec scolaire, tentative de réponse pour lutter contre l'échec scolaire. Donc l'implication du projet culturel, éducatif, scientifique avec le projet d'école est incontournable, est vraiment, vraiment incontournable. Quand on rencontre les enseignants, on a développé des kits de rencontres d'enseignants avec des immersions par classe, avec des objectifs validés par l'inspection de l'éducation nationale avant l'automne, où on espère que toutes les écoles primaires, maternelles et primaires, surtout maternelles parce qu'il y a des nouveaux arrivants, vont pouvoir rencontrer la médiathèque au moins avant décembre. Il y a une espèce de stratégie de maillage qui est structurée avec l'éducation nationale. Et puis, on est force de proposition, on développe de tels outils que les enseignants qui ont envie de s'impliquer dans ces médiathèques trouvent écho avec des expertises, du matériel. Dernièrement, on a le conseiller numérique qui nous dit on va faire un défi informatique. Très très vite, on a acheté le matériel, on a investi matériel pour pouvoir travailler avec le conseiller numérique, avec le médiateur numérique et permettre des déclinaisons sur le temps scolaire et sur le hors temps scolaire et que les enfants puissent naturellement continuer les expérimentations avec des robots, la programmation de robots, puisque c'est un défi numérique que l'éducation nationale veut structurer de la rentrée jusqu'à l'automne, jusqu'en mois de mai prochain. Ok, merci Ali pour cette réponse sur du coup l'éducation nationale. Une question rapide, puis on va peut-être ensuite passer à l'illustration pour faire un peu de teasing donc du lien entre culture et gastronomie et attractivité, même avec ce gâteau bleu grenet, j'en dirai pas plus. Et la question est la suivante, avant de passer à cette séquence-là, puisqu'on arrive bientôt à la fin de notre webinaire, à quoi ressemble votre tiers-lieu mobile? Est-ce que vous avez des images? Bon, peut-être pas vous prendre de compte, mais c'est quoi en fait ce tiers-lieu mobile que vous avez évoqué? Je vais y revenir. Du coup, j'ai oublié de répondre à une des questions sur l'ouverture en autonomie. À 7h du matin, la garderie est ouverte, la médiathèque. Donc, on a deux lieux de rendez-vous de garderie dans la ville, dont la médiathèque estaminet. Le choix a été de dire on fait confiance aux gens, un peu la méthode suédoise. Copenhague, alors on n'est pas allé jusque-là, mais à Copenhague, quand on a sa carte bleue, à 5h de l'après-midi, le personnel part, le public, le système d'alarme est remis avec un système traçable de carte RFID. N'importe quel lecteur peut aller à la médiathèque jusqu'à 3h du matin, faire ses recherches, sans caméra, et pouvoir faire ses recherches, mais évidemment, il est tracé. Nous, on n'est pas dans cet esprit-là, mais on est un peu, on n'est pas carrément, on est un peu dans cet esprit-là. Donc, on fait confiance aux gens, et donc le public savent, et les animateurs savent qu'ils n'ont pas à s'intéresser au public qui viendrait rentrer à la médiathèque à 7h du matin, puisque les animateurs doivent s'occuper des enfants qui sont en garderie, mais on a ce rapport avec l'infirmière qui doit rentrer, partir tôt et qui peut rendre tout cet ouvrage, ou prendre son bouquin, ou prendre son DVD à ce moment-là, ou le rendre. Là, il y a un rapport de confiance, les portes sont ouvertes, tout simplement. Et comme on a développé la RFID, il y a un rapport de confiance. Et on n'a pas eu, je touche encore du bois, depuis l'ouverture, on n'a jamais eu de souci particulier. Mais ça permet aussi aux enfants qui sont tête en l'air ou qui ont des problèmes aussi moyens de pouvoir leur faire confiance, c'est de dire, si tu as oublié de faire le travail de recherche parce que tu as oublié ou parce que tu n'as pas eu envie et que tu as des scrupules, à la médiathèque, c'est ouvert à 7h avant d'aller au collège, tu peux rentrer dans cette médiathèque et dans ces cybercentres, brancher l'ordinateur et faire ton travail de recherche et imprimer
sans parler des problèmes d'accessibilité, parce que tout le monde n'a pas un ordinateur encore. Parfois, il y a même des problèmes d'électricité concrets. Il y a des gens qui viennent à la permanence du maire pour dire j'ai pas de sous pour payer ma facture. Et donc, du coup, on a encore moins d'argent pour pouvoir faire sa recherche. Donc, Monsieur le Président Macron parlait de continuité pédagogique. Pendant la première crise sanitaire, on a bien vu que si on n'avait pas maintenu la médiathèque ouverte, alors contre vents et marées, vous vous souvenez de la dramatique crise qu'on a vécue il y a 2 ans, la plupart des lieux étaient fermés. Ici, avec le courage et l'énergie des élus, mais aussi l'énergie de certains agents qui avaient la capacité de le faire, on a maintenu la médiathèque ouverte et on a eu plus de 30 personnes jour qui venaient imprimer des documents pour garder la continuité pédagogique. Il n'était pas question qu'il y ait une forme de double peine pour les familles socialement défavorisées dans une période inédite comme celle-ci. Donc voilà, alors il y a vraiment ce rapport à la confiance et aux gens. Pour revenir sur ce tiers-lieu mobile, comme on a toujours envie d'aller au plus près des habitants, je vais vous montrer quand même. Alors, on va revenir sur notre pâtissier. Voilà, c'est une remorque. Cette idée de banc sonore, quand on a réalisé le deuxième banc sonore qui a été installé sur le pignon de la médiathèque, elle a plutôt été dite, mais plutôt que d'en faire un dans chaque cour, on va essayer d'imaginer un espace mobile. On avait plutôt imaginé un camping-car, mais au moment où on est dans un contexte où on est dans une situation tendue et les gens n'ont pas toujours les moyens de payer leur loyer, politiquement, les élus ont quand même fait la remarque de dire investir un camping-car qui coûte énormément d'argent, alors que des gens ont des difficultés pour trouver un logement, des difficultés pour… Puis, cet espace est mobile avec qui a été baptisé, parce qu'il y a un travail de réflexion avec les accueils de loisirs, qui a porté ce nom-là, est une remorque avec un auvent, avec un système scénique, avec un gradin que vous voyez qui est rétractable, qui est aussi lui-même avant sonore, et qui nous permet de faire des petits sports, mais qui permet aussi bien à des élus d'aller dans les quartiers défavorisés ou au plus près des habitants ou à la sortie des écoles pour rencontrer, on voit bien, là c'est dans le cadre de la journée de la femme, on a donc dans la crise sanitaire où les artistes ne pouvaient pas recevoir les publics, puisque les publics étaient privés de salles de spectacle, ce sont les artistes qui sont allés à la fenêtre des habitants. J'ai mis en place une action culturelle au plus près des habitants, où les artistes sont allés à la fenêtre des habitants et on a pu lutter contre l'isolement, favoriser le projet culturel, et en l'occurrence, là, l'exemple que vous avez pour la journée de la femme. Mais c'est aussi une petite forme où on peut accueillir 11 personnes dans ce gradin et faire des petites formes autour de la marionnette, de l'oralité, travailler pour les questions de petite enfance. Comme ça peut être une permanence décentralisée de la CAF. Prochainement, avec Pôle emploi, on développe un dispositif qui s'appelle Cell Emploi pour aider les demandeurs d'emploi à pouvoir avoir confiance en soi et travailler sur l'oralité. Et on va aller au-devant dans les quartiers avec ce tiers-lieu mobile pour, autour d'un café, faciliter la rencontre avec les institutions. C'est un tiers-lieu qui est l'espace des possibles aussi. Merci Ali pour cette réponse. Et peut-être que du coup, on va prendre les 5 dernières minutes pour finir sur cette fameuse pâtisserie. Alors, la question du marketing territorial était un vrai sujet pour nous. On voit qu'il y avait un vrai rayonnement autour de cette médiathèque et puis de ce projet de ville que j'ai proposé à Éric Bayard. Il s'avère qu'on a un pâtissier qui a été estampillé artisan en or par le conseil régional et puis plus récemment Goémie Oisé pour un fameux croquant. Et dès le début de cette médiathèque, vous avez vu, vous pouvez visiter le site de la médiathèque, vous verrez une visite virtuelle. Alors c'est un peu dommage que les visites virtuelles, elles se font sans gens, et nous on aime bien côté des gens parce que on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent cette médiathèque. Il y a une grande banque d'accueil de 15 mètres de long où on accueille tous les publics, et puis on a un espace vitré puisque on a un élu qui fait aussi beaucoup attention à l'histoire du sous-sol et notamment à notre patrimoine gallo-romain. Donc on a pu, avec le musée d'Ethno, valoriser du fonds gallo-romain parce qu'avant la mine, il y avait quand même d'autres choses. Donc on a pu valoriser notre fonds pour faire un travail sur notre mémoire. Et puis il y a cette banque d'accueil qui s'enchaîne comme un bar avec une vitrine réfrigérée. Et le but était de travailler avec les commerces locaux pour faire du circuit court et de valoriser leurs produits. On a su mettre autour de la table à l'époque la plupart des boulangers, on avait 3, et notamment Éric Bayard qui était pâtissier, à qui on avait fait des commandes de pâtisserie pour valoriser leurs compétences. Et Éric, et c'est devenu plutôt une histoire de partenariat que de prestation de service, a eu envie de partager son savoir
et a accepté d'animer, et il anime régulièrement les fameux médias midi que j'ai proposés il y a quelque temps pour donner du contenu, puisque la médiathèque, en arrivant, a ouvert son extension au mercredi sur le temps du midi, puis on s'est rendu compte que les gens ne s'appropriaient pas spécialement le mercredi, donc on a donné du contenu artistique, du contenu en termes d'animation, et Eric, en plus d'une personne qui peut faire un dessert, un salé, Eric se prend au jeu de nous proposer un dessert sucré et donc de partager son savoir dans cette cuisine de cette médiathèque que vous avez vue. Et puis, à l'occasion des vœux, il y a 2 ans du maire, je l'ai pris au mot en lui expliquant qu'on avait peut-être envie, il existe le Paris-Brest, ben pourquoi il n'existerait pas le Bleu-Grenet? Et il a eu envie de jouer le jeu et il a créé le gâteau en hommage à la place, comme il a créé les staminés que vous retrouvez ici et qui sont proposés, y compris dans son échoppe, et qu'on accueille à la médiathèque. Et pour nous, c'était une manière aussi stratégique de pouvoir défendre le marketing territorial tout en valorisant les compétences et en favorisant le commerce local. Bien, merci beaucoup, Ali. Alors, il est 11h31 pile. On peut prendre, comme je l'indiquais dans le chat, encore 1 ou 2 questions, peut-être avant de clôturer donc cette séquence et ce webinaire. Peut-être, Cédric, juste dire que du coup, on est aussi reconnu fabrique de territoire par l'Agence nationale de cohésion depuis septembre dernier. C'est quand même important puisque ça valorise tout le travail qu'on fait et ça nous apporte quelques financements. Donc, c'est quand même 150 000 € sur 3 ans, pas rien. Et puis, dernièrement, on a aussi accueilli une agence postale parce que la poste fermait et on a mobilisé, on parlait de formation. Là, vous avez la plupart des agents, une bonne partie des agents qui sont impliqués on parlait d'adhésion tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a une ultra polyvalence, mais sur ce projet politique fort, il y a beaucoup d'agents qui ont accepté de jouer le jeu pour pouvoir rendre ce service qui, du coup, est un moyen et un levier de médiation culturelle. Et puis voilà, il y a du monde au bar et vous voyez le maire à gauche qui est capable aussi de servir de la pompe à bière et un gâteau lors d'une visite de partenaires dans cette médiathèque. Super, merci. Il y a une petite réaction du coup de la ville de Belay, effectivement, parce que à Belay et du coup à l'échelle de cette intercommunalité budget sud, il y a aussi un festival de la gastronomie. Il y a aussi une spécialité culinaire, le fameux Bria Savarin. Donc, je pense qu'on a peut-être avec ce bleu grenet, cette pâtisserie, donné peut-être du grain à moudre pour avoir aussi un autre angle sur la question d'attractivité du lien entre culture et gastronomie. Voilà, écoutez, merci beaucoup Ali, c'était vraiment passionnant. Je pense que on a eu peu de départs pendant ce webinaire, donc on a démarré à 55, on finit à 53. Ça montre, je pense, la qualité de votre intervention. Merci de nous avoir accordé ce temps, d'avoir préparé cette intervention et de nous avoir donné des idées, inspiré, en tout cas pour ma part, par rapport à ce projet. Vous êtes bienvenue chez vous et venez la visiter. Ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir toutes et tous. Eh bien, écoutez, on va y réfléchir, d'autant plus que nous, à la Fédération Vivant, les départements, on fait des formations. D'ailleurs, prochainement, on monte une formation avec l'IFET, qui est l'Institut de formation pour les élus territoriaux, organisme de formation qui est adossé à l'Assemblée des départements de France, mais qui forme aussi les élus des communes et bien sûr des intercommunalités. Et on lance une formation sur la question des tiers-lieux. Donc, qui tiendra le 5 et 6 novembre prochain à Marseille. Alors, on a choisi Marseille cette année, mais peut-être choisirons-nous le Pas-de-Calais et la ville de Grenay l'année prochaine. Voilà. On vous met le lien dans le chat au cas où. Et en tout cas, merci beaucoup Ali, merci à toutes et tous, merci à la communauté de communes du budget sud, ses élus, ses techniciens pour la organisation de ce webinaire. Et on vous donne rendez-vous pour un autre webinaire que nous montons du coup vendredi prochain. Louise, peux-tu me rappeler du coup la thématique? Un webinaire sur la question de la programmation participative, excusez-moi, j'ai un petit trou. Donc, ce sera avec le théâtre Amstramgram qui est basé en Suisse, donc à Genève, et qui alors du coup nous parler du lien entre les populations, le théâtre et comment en fait on peut impliquer les habitants d'un territoire dans la programmation d'un lieu sans se dévaloriser et avoir un impact sur la question de l'exigence artistique. Vous savez, il y a toujours une tension entre l'exigence artistique et implication des habitants dans la programmation. Donc voilà, c'est le sujet d'après-demain. Et on enverra du coup le lien de ce webinaire à tous les participants de cette séquence d'aujourd'hui. Merci beaucoup Ali, merci à toutes et tous et on vous souhaite une belle journée.